Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Franche. Je suis aujourd'hui, moi Hildegarde, accompagnée de NVV et de Moss, qui est notre invité pour cette émission. Comme vous le savez, suite à l'avant-dernière émission, Comment prendre le pouvoir, nous aimerions aujourd'hui aborder la problématique de la crise de la conscience européenne et de comment l'aborder avec des outils à la fois intellectuels mais surtout pratiques. La nouvelle crise de la conscience européenne fait référence au livre et à l'ouvrage de Paul Hazard, philosophe français du début du XXe siècle, qui avait identifié les raisons pour lesquelles la philosophie européenne s'était soudainement tournée vers la nouveauté, avait rejeté la tradition. Paul Hazard avait notamment relevé plusieurs changements dans son époque, à savoir la découverte du Nouveau Monde et la rupture avec la philosophie scolastique à la fin du Moyen-Âge. Tout ce contexte amenait les Européens à se tourner vers la nouveauté intellectuelle et à rejeter le monde traditionnel ainsi que le passé. Avant, nous étions tournés vers la nouveauté et aujourd'hui, nous sommes au contraire tournés vers des choses beaucoup plus traditionnelles. Et au contraire, aujourd'hui, le nouveau est inquiétant, l'avenir fait peur. NVV, il me semble que tu avais plusieurs remarques à faire à ce propos, notamment dans le design, puisque dans le design, on retrouve cette peur de la nouveauté, cette peur de l'avenir. Oui, tout à fait. C'est vrai que dans les années 60-70, lorsqu'on regarde les objets du quotidien, que ce soit les tables, les lampes, enfin à peu près tout, il y avait cette idée d'un avenir, d'un progrès, d'une foi, d'une espérance dans l'avenir, comme quelque chose de très positif. D'ailleurs, on le voit, il y avait beaucoup de science-fiction. Tout le monde a en tête les chaises en forme d'œuf, blanches, ou encore les lampes champignons orange. Il y avait quelque chose comme ça d'assez gai, de très positif finalement, positiviste même. Et à partir de la fin des années 80, on a commencé à percevoir l'avenir comme inquiétant, avec pour des raisons structurelles, le chômage, l'immigration, enfin tout un tas de choses. Et effectivement, dans le design, on le retrouve. On est sur des objets qui sont peut-être plus lourds, moins colorés. Et même dans la culture aussi, dans les films, notamment moi qui suis une grande cinéphile, c'est vrai qu'on retrouve de plus en plus de films dystopiques à partir de la fin des années 80, dans le genre de la SF, ce qui était moins le cas avant. On était plus tourné vers les innovations technologiques et sur ce qu'elles allaient nous apporter. Et à partir de la fin des années 80, c'est vrai qu'on met un focus beaucoup plus grand sur les nouvelles technologies, mais sur ce qu'elles vont nous apporter de mauvais et en particulier sur tout ce qui va être dégradation de l'environnement. Tout à fait, puis il y a même un conformisme idéologique, une censure qui s'instaure à partir des années 80, qui n'était pas le cas avant. Avant, on pouvait penser différemment et être amis. Aujourd'hui, c'est peut-être parfois un peu plus compliqué. Et justement, c'est vrai que cette éco-anxiété qu'on retrouve, le fait qu'aujourd'hui les films SF dystopiques abordent beaucoup les questions environnementales, c'est vrai que ça fait vraiment écho à l'archéofuturisme dont parlait par exemple Guillaume Fay, même si on peut ne pas tout approuver ce qu'il dit quand même des choses assez intéressantes, qui est que effectivement la modernité, c'est-à-dire tout ce qui a été permis par la révolution industrielle, toute la mentalité des boomers, aujourd'hui se voit révoquée par la nécessité qu'on a de revenir à des choses plus traditionnelles pour pouvoir survivre. Pour survivre, les personnes qui vont survivre aujourd'hui, pour le futur, nous avons besoin de choses beaucoup plus traditionnelles, de revenir à la nature. C'est ce retour à la nature-là que nous, on aimerait aborder. Et c'est ça qui aujourd'hui, cristallise toute la nouvelle crise de la conscience européenne, qui était, depuis notamment Descartes, tournée vers le nouveau, vers le rejet de la tradition. Aujourd'hui, on est en train d'atteindre le point de non-retour de cette crise de la conscience européenne, inaugurée notamment par Descartes. Et au contraire, on va revenir vers des choses beaucoup plus traditionnelles, beaucoup plus naturelles. Et c'est ce qui va fonder cette nouvelle crise de la conscience européenne. Mais j'ai même pas envie de dire crise. Au contraire, c'est plutôt à part si on le prend au sens grec de crise, c'est-à-dire crisis, c'est-à-dire moment crucial, je pense qu'on est plus dans un renouveau de la conscience européenne fondé sur l'écologie. Ou une époque même, l'époque en grec c'est une parenthèse, donc c'est la fin d'une parenthèse et le commencement d'une autre. Et nous sommes dans cette époque-là, en fin de compte, nous sommes dans un interrègne, que ce soit sur le plan technique, mais aussi sur le plan philosophique, social, économique. Je voulais revenir sur Guillaume Fay
pour dire que il y a aussi quelqu'un qui a pensé à ce retour. Alors pour ceux qui auraient un problème avec le mot tradition, on peut parler juste de revenir à l'essentiel. Je pense à Nerval, qui a dit au XIXe siècle, « Ils reviendront, les dieux que tu pleures toujours. Le temps va ramener l'ordre des anciens jours. » L'ordre, la verticalité. Et effectivement, cette verticalité, on la retrouve dans la nature. Et cette nature, elle est à l'inverse du progrès, justement, qu'on connaissait jusqu'alors. Pourquoi ? Parce que la nature, elle amène à des limites. Il y a une vie, il y a une mort. Et le propre du progrès, c'était justement de dominer la nature. Je crois que Marx avait une formule, je la connais plus par cœur, qui parlait de ça. Même Descartes se rend comme maître et possesseur de la nature. Exactement. Et à la Renaissance, on parlait effectivement de la nature en termes mathématiques, le grand livre mathématique de la nature qui a instauré cette vision très dualiste, très scientifique, très froide de l'approche de la nature, dans cette optique et dans cette démarche justement de domination envers elle. En retournant vers quelque chose de plus holiste, peut-être on va plus faire lien aussi avec la nature et on va plus se sentir comme membre de la nature plutôt que comme dominateur de la nature. Je rebondis vite fait sur ce que tu disais sur Marx. Justement, ça fait partie des quelques points, dans les tâches aveugles de la pensée marxiste, la nature en fait partie en fait. C'est-à-dire que chez Marx, tout se conçoit en termes de travail, et on considère que la nature n'a quasiment pas de rôle. Voilà. On ne peut pas considérer que tu as une prédisposition naturelle à être plus efficace que quelqu'un d'autre. Tu vois, c'est le travail que tu vas fournir qui fait que tu produis quelque chose. Donc dans la vision marxiste, par exemple, l'Arabie Saoudite ou les Émirats Arabes Unis qui ont des gisements de pétrole monstrueux parce que par nature, ils sont sur des zones où il y en a, et qui du coup ont de la richesse, mais qui n'ont pas forcément beaucoup de travail nécessaire pour atteindre cette richesse, c'est presque une incompréhension du point de vue marxiste. Tu as besoin de la notion de travail dans l'univers marxiste. Et justement, ça élude la question de la nature, qui est importante en fait aussi. Il y a une dévalorisation totale de la nature en fait dans le marxisme, ce qui va être aussi un point de cristallisation et de contradiction assez important pour nos amis écolo-marxistes. C'est ça, c'est là où je pense que c'est la fin des grands récits. Tout à fait. Des visions finalement économiques de l'homme, que ce soit la vision libérale, désolé pour les libéraux, mais la vision marxiste, toutes les visions matérielles, en fin de compte, je pense, arrivent à leur fin. Matérialiste, oui, tout à fait. On va revenir justement à quelque chose de beaucoup plus sain, finalement. Donc naturel. On peut dire de beaucoup plus sain, donc de beaucoup plus naturel, effectivement, ce qui est quelque chose de positif et surtout quelque chose qui va être nécessaire pour pouvoir faire face à l'effondrement de la civilisation industrielle telle qu'on l'a connue jusqu'à présent. Oui, peut-être que face aux grandes épreuves qui nous attendent, on le sait, c'est la foi qui sauve. C'est la foi. Et cette limite qu'on a dans la nature, on le retrouve aussi dans le sacré, puisque le sacré, on le rappelle, c'est ce qu'on ne peut atteindre, c'est ce qu'on ne peut toucher. Donc, on peut imaginer que ce retour à la nature, je n'aime pas moi le mot retour, non. Cette conquête nouvelle, cet amour de la nature qui arrive, qui vient, amène du sacré dans l'esprit des hommes. Tout à fait, puisque en fait, aujourd'hui, on est en train de prendre conscience du fait qu'on a besoin de limites. On a besoin de limites, on va dire même dans la production industrielle et économique. Par exemple, on entend beaucoup, et même dans la bouche de certaines personnes qui se situent à gauche, du fait du retour à l'économie circulaire locale. On entend beaucoup aussi parler même si on peut pas être forcément d'accord, mais même du fait que de passer des vacances à côté de chez soi pour éviter de polluer, éviter de décharger du CO2, etc. Ça, c'est des discours qui reviennent souvent dans la bouche de personnes qui sont à gauche et qui se revendiquent écologistes. Mais il y a un problème, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout de la logique. Et quand on va jusqu'au bout de la logique de la limite, on se rend compte que la limite, ce qui fonde la limite fondamentalement, c'est le sacré. C'est le sacré qui limite le temps, c'est le sacré qui limite l'espace, c'est le sacré qui, de part en part, explique cette notion de limite. Et pour ça, on vous renvoie, si vous voulez approfondir cette notion-là, à l'émission sur l'écologie, qui avait très bien développé ce lien très, très fort qui unit sacré et limite. Et du coup, puisqu'on voit la société de l'avoir au détriment de l'être s'écrouler, on peut aussi imaginer que les hommes ne construiront plus d'usines, mais des temples.
Et tout ça, justement, nous renvoie vers cette nécessité de trouver un nouvel imaginaire. Parce que si on construit des temples, il faut trouver l'imaginaire qui va le sous-tendre, puisqu'on peut considérer d'une certaine manière que les centres commerciaux sont des temples. Sont des temples de la nouvelle consommation. Et on peut d'ailleurs constater que les centres de commerciaux ont ouvert à partir du moment où les églises ont commencé à se vider. Donc, quel est le nouvel imaginaire qu'on va pouvoir mettre en place ? La nature, c'est celui qu'on évoque depuis le début, ça me paraît évident, on ne choisit pas, c'est ce qui est en train de se passer, c'est ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Sauf que, quand même, il y a une sorte de contradiction, en tout cas dans la logique actuelle du capitalisme, qui est de dire que si tu es dans la nature, quelque part, ça rapporte rien à personne. Il y a un peu ça aussi. Ça fait partie des dimensions qui sont un peu problématiques et on sent que, justement, moi j'ai l'impression que toute une partie du discours écologique actuel essaye en fait de s'accommoder de certaines des évolutions qui sont nécessaires en fait, parce que tu ne peux pas avoir une production infinie, etc. Mais en gardant le logiciel de pensée capitaliste. Et donc, je pense que là-dessus, il ne faut pas se faire arnaquer non plus. Oui, mais on coûte trop cher. J'ai cru comprendre qu'on coûtait trop cher, qu'il fallait que notre niveau de vie baisse drastiquement. Donc si on vit dans la forêt, ça... Oui, alors mais non. C'est la fin de l'abondance. Ça, c'est la fin de l'abondance. Mais par contre, le problème, c'est que c'est aussi la fin des revenus, tu vois. C'est parce que dans une logique capitaliste, en fait, si tu veux, tu as le capitalisme du travail. Donc ça, c'est la partie marxiste un peu d'origine. Et tu as le capitalisme des loisirs. Donc ça, c'est plutôt Adorno. Il y a un papier écrit par Adorno en 1947 où il parle du capitalisme des loisirs et de l'extension du capitalisme aux loisirs. Et du coup, quelque part, le truc, c'est que quand tu commences à dire vous n'allez plus pouvoir voyager parce que ça pollue trop, tu es déjà en train d'empiéter sur le capitalisme des loisirs. Quand tu vas sortir dans le parc qui est en bas de chez toi, tu rapportes rien à personne. Alors que quand tu vas prendre un billet d'avion chez Air France pour aller je sais pas dans quel autre pays, tu vas devoir réserver une semaine d'hôtel, des restaurants, etc. Tu rapportes des choses à des gens. Il y a une industrie qui tourne derrière, en fait. Et donc là-dessus, il y a encore un truc qu'il va falloir trouver à l'échelle du système. Moi, je suis très curieux de savoir. C'est indépendamment de la logique, même idéologique qu'il va y avoir, il va y avoir une logique financière qui va devoir s'accommoder d'une sorte de retour à la nature ou de rapprochement de la nature. Si tu aimes pas j'ai cru comprendre qu'ils étaient ruinés là. J'ai cru comprendre que les États et les banques, plus ou moins, étaient ruinés. Donc j'en suis à me demander s'ils n'ont pas juste peur de se prendre une révolution dans la tronche. Qui font tout pour faire ce qu'ils peuvent, quoi. Bah, de toute façon, c'est là le fil conducteur, le fil rouge en fait qu'on est en train de vivre depuis la crise du Covid. C'est qu'en fait, on a derrière toute cette logique de pénurie. Le Covid et la crise sanitaire qui a été créée autour. Et la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, c'est ce que j'allais y venir. C'est le même fil rouge. C'est la pénurie, c'est la pénurie énergétique et c'est essayer de faire accepter à la population la baisse du niveau de vie engendrée par la crise énergétique. On ne peut pas, ou en tout cas très difficilement, faire accepter à la population le fait de limiter ses déplacements en disant que la planète va mourir si on continue à polluer comme on fait. Par contre, parce qu'on est ruiné. Ou parce qu'on est ruiné, encore moins. Par contre, c'est beaucoup plus facile de faire accepter à une population la baisse du niveau de vie en créant artificiellement une crise sanitaire ou en déclarant la guerre en Ukraine et en créant des sanctions contre la Russie qui n'accommodent personne à part la Russie, bizarrement. C'est beaucoup plus facile de faire ça et c'est le véritable fil rouge qu'il y a entre la crise du Covid et la guerre en Ukraine. C'est la crise énergétique et la pénurie qui est engrangée par effectivement l'érosion des ressources naturelles, tout simplement parce que elles sont limitées effectivement, et pas du tout la guerre en Ukraine ou le Covid en tant que tel. Enfin, ce sont des prétextes qui ont été utilisés pour justement justifier la baisse du niveau de vie. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que effectivement, les personnes ne sont pas dupes. La plupart des gens le savent, ou en tout cas sans doute, que effectivement, derrière la guerre en Ukraine notamment, il y a des problématiques énergétiques évidentes, beaucoup plus que des questions de territoire ou de Crimée ou de Donbass. Tout ça, effectivement, engendre une grande méfiance envers la verticalité, justement, envers
les personnes de pouvoir, y compris en entreprise. Oui, alors la défiance envers les politiques, etc., je suis pas si sûr, parce que c'est vrai que le narratif est bien fait pour justement faire accepter une baisse de niveau de vie. En revanche, il y a quand même un phénomène de fond, un petit peu comme on voit un lac, on voit quelques vagues bouger au-dessus, mais en fin de compte, en dessous, il y a beaucoup de vie et ça grouille. Et je crois qu'on s'en rend compte dans le management, en fin de compte, au travail. Aujourd'hui, les gens n'acceptent plus vraiment la verticalité, enfin la bonne société de papa à l'ancienne. On voit bien qu'on a des gens avec des individualités assez fortes, finalement, qui arrivent avec des compétences. Enfin, je parle en tout cas, moi, de ce que je connais. Et tout compte fait, on a un système de gouvernance, si j'ose dire, désolé pour le terme, qui est beaucoup plus horizontal, en fin de compte. On se rend compte que on est dans des sociétés, quelque part, qui sont plus organiques. Alors pas au sens organiciste de la tête, du cœur, du bras, du corps, mais que c'est une espèce de, je sais pas moi, comment dire, une fourmilière, un corps. Une cellule autonome, un petit peu. Une cellule autonome, voilà. Moi, je trouve qu'on le voit dans le travail, et donc effectivement, il y a cette défiance envers la verticalité, en tout cas. Hein. Je le sens qu'il y a une sorte de communion presque qui se fait. En tout cas, dans certains secteurs. J'ai un petit désaccord. Pour moi, c'est pas une défiance envers la verticalité, c'est une défiance envers la notion d'autorité, en fait. C'est la notion d'autorité qui est mal perçue. Et ceux qui pourraient prétendre qu'ils ont de l'autorité ont du mal à imposer le fait qu'ils en ont. Et d'ailleurs, si tu regardes même au niveau du politique, si tu reprends, les hommes politiques pendant la crise du Covid, pour moi, c'était littéralement l'illustration de ça, n'ont jamais osé prendre des décisions brutales en assumant leur autorité et en disant c'est moi qui décide, c'est comme ça que ça se passe. C'est la démocratie libérale, ça. Oui, mais si tu veux, à chaque fois, ils ont été obligés de se trouver des excuses et des justifications en passant par des biais détournés pour arriver à la conclusion que non, mais en fait, faites-le, mais c'est pas pour moi parce que je vous le demande, c'est parce que c'est pour les autres, parce que... Et justement, moi je crois qu'il y a une crise de la notion d'autorité. Et c'est pas forcément une crise de la verticalité. Parce que je pense que la verticalité dans les entreprises, elle existe toujours. Je veux dire, même si tu as l'impression qu'on se le dira moins et on fera moins de courbettes devant son patron, tu es obligé quand même de respecter un peu. Tu vois, c'est un peu plus subtil qu'avant peut-être. Mais je pense que ça existe toujours. Oui, c'est beaucoup moins affirmé. Oui, l'autorité n'y est plus. Tu vois, il n'y a plus le côté autoritaire. Non, mais c'est moi qui te dis, je suis ton patron, tu exécutes, point. Le lead peut être, changeant. Peut-être tournant aussi dans certains secteurs. Oui, c'est effectivement. Quand tu as des projets à la chaîne, des fois, on prend lui comme lead parce que là, il est meilleur. Et puis, tiens, là, on prend lui comme lead. Donc, tout le monde a un petit peu cette... c'est ce que je voulais dire. Mais moi, je trouve ça brillant, en fait, comme manière de manager, parce que, en fait, c'est une manière, justement, qu'ont les personnes à faire passer le concept d'autorité de façon très douce. Et donc, en fait, les personnes n'ont plus besoin de se faire taper sur les doigts pour être ramenées à l'ordre. Elles le font très naturellement. Oui, et même donc c'est brillant. Je suis d'accord, c'est assez brillant comme idée, mais je voudrais même rajouter peut-être une surcouche par rapport à ça, c'est que non seulement l'autorité est mal assumée, mais en plus, il faut la présenter de manière empathique. J'ai l'impression que c'est un classique maintenant. C'est pour toi que je le fais. La bienveillance. Fais-le, c'est pour toi. Quand Emmanuel Macron te dit qu'il y a des nouvelles limitations d'utilisation de l'énergie ou je sais pas quoi, il te dit pas, en fait, c'est parce qu'on a hyper mal géré ou parce que il y a toujours des causes externes qui font c'est à cause du Covid. Mais il y a une crise et on est tous dans la même galère en fait, on est tous dans la même barque. Oui, je te confirme pour ton bien quoi. On le fait tous ensemble, etc. Et donc c'est là où c'est assez génial aussi, c'est que du coup, c'est vachement plus difficile de dire non à quelqu'un qui te dit non mais attends, on va faire tout ça tous ensemble parce qu'on va se serrer les coudes dans une crise, que quelqu'un qui te dit non mais attends, moi je suis ton chef, donc c'est moi qui décide, tu fais ça.
Et aujourd'hui, d'ailleurs, on remarque que le pouvoir n'est plus en accord avec la puissance. Tout à fait. Il n'est plus en accord avec la puissance puisque le premier devoir de la puissance est de protéger. Et aujourd'hui, le pouvoir, il protège pas. Il protège pas, en tout cas, le peuple. Il se protège lui. Il se protège comment ? À travers sa police, à travers le langage, à travers les idéologies. Toutes ces choses qui sont tournées, en réalité, contre la liberté de l'esprit et contre la protection du peuple. Donc c'est ça, la vérité. Il est plus en accord avec la puissance du tout. C'est un pouvoir d'occupation, on pourrait dire presque. Est-ce que tu dirais que c'est un pouvoir de classe, par exemple ? Je pense que c'est plus que ça. Je pense que c'est un pouvoir qui s'est constitué après 1945, qui a complètement dégénéré. Il défend des intérêts qui n'ont plus aucun sens. Je pense qu'il est en décrochement capacitaire, que ce soit sur le plan idéologique, même on le voit médiatique, les gens sont en décrochage de plus en plus important. Je pense que les Chinois ont théorisé et les Américains des systèmes beaucoup plus efficaces. Nous sommes totalement gangrénés par les idéologies, les attaques extérieures. Je parle notamment des Américains, avec Netflix, avec Google, avec Twitter, la capacité qu'ils ont aujourd'hui même de renverser un gouvernement. Le gouvernement français pourrait être renversé en moins d'1 semaine. Je veux dire, je pense que ces gens-là, il faut qu'ils partent. Mais tu penses que c'est eux qui ont le pouvoir à l'échelle internationale aujourd'hui, quand tu parles par exemple des GAFAM, est-ce que tu penses que... C'est juste qu'ils sont... Leur idéologie n'a plus de prise sur le réel. Mais les Chinois, ils ont su les contrecarrer, ces gens-là. Les Russes aussi, je pense. Parce qu'ils ont encore un peuple, d'ailleurs on le voit en Ukraine, ils sont prêts à mourir, ces gens. Donc, ouais, tu dis ça, il y a des gens qui sont allés se rendre service, aller en Ukraine pour filer un coup de main humanitaire, pour même tu as des Français mercenaires qui sont allés se battre là-bas aussi. Bien sûr, on peut. Je veux dire, dans le tas, il y en a aussi. On peut faire du pathos. On peut aussi parler de la fille de Douguine qui a été lâchement assassinée. Ça, on peut aller le plus loin possible. Y a aucun souci. Je peux parler aussi des enfants tués dans le Donbass par l'armée ukrainienne. On pourrait aussi, mais là la vidéo serait censurée, de gens qui ont été, et je les ai les vidéos, crucifiés vivants dans les bois parce qu'ils étaient chrétiens par l'armée ukrainienne régulière. Donc je veux dire, on peut continuer comme ça, on peut aller jusqu'au bout. Ils sont devenus quoi ces gens ? Ils sont où ? Moi je pense aux enfants, peut-être qui sont encore en vie, qui se demandent, il est où papa ? Il est où papa ? Eh ben papa, il s'est fait crucifier vivant par des Ukrainiens dans la forêt, parce qu'il croit en Dieu. Et face à tout ça, face à ces grands mensonges, la survie passe par l'adaptation, justement. On ne survit que quand on s'adapte. Et aujourd'hui, pour s'adapter, il va falloir qu'on organise une nouvelle connaissance, de nouveaux mythes. Et il va falloir, du coup, que nos organisations de société découlent de ces nouveaux mythes que nous allons mettre en place, fondés sur la nature. Oui, tout à fait. De toute façon, la révolution adviendra après la crise. Et pas pendant. Et pas pendant, ça n'arrive pas. C'est toujours quand il y a un rebond économique que ça pète. Donc ce qu'il faut, c'est, pendant la crise, préparer l'après. J'aime bien cette formule qui dit le futur il existe, mais il ne se propage pas de la même vitesse pour tout le monde. Il y a des gens qui ont un petit peu de retard par rapport à d'autres, on va dire, dans leur compréhension du monde réel. Oui, des pénuries, de tous ces trucs-là. Enfin, l'inflation. Enfin, moi, je sais qu'il y a 6 mois, quand je parlais d'inflation, la moitié des gens à qui j'en parlais se moquaient à peu près de moi. Enfin, je veux dire, ça leur paraissait ridicule qu'il y ait une inflation qui dépasse 1% et des poussières, quoi. Enfin, je veux dire, ils avaient toujours été habitués à ça, donc voilà. Mais là, du coup, nous, on voit qu'il y a un problème qui est en train de se mettre en place, que ça va être assez difficile. Je pense qu'il va y avoir une période, au moins pendant tout l'hiver, peut-être même plus que ça, qui va être très compliquée. Et c'est en général à ce genre de moment que
le type moyen qui d'habitude travaille de 9h du matin à 19h dans son entreprise et qui se pose aucune question, il réalise qu'il se passe quelque chose et il cherche des réponses en fait. Et je crois que c'est un peu le classique de à peu près toutes les crises, c'est il y a des gens qui cherchent des réponses pendant les crises. Et d'ailleurs on le voit pendant le Covid a poussé des gens qui ne s'étaient jamais posé aucune question à aller creuser des tas de choses qu'ils n'avaient jamais envisagé de regarder avant. En fait. Il y a eu une explosion, alors certains diront des complotismes, d'autres diront des questionnements. Moi, je pense que c'est plutôt des questionnements qu'il y a eu. Et c'est parce que, quelque part, il y avait des réponses à aller chercher quelque part que les gens se sont intéressés à ces sujets-là. Donc, si nous, on arrive quelque part à déjà anticiper qu'il y a une crise, on peut penser à certaines des questions que les gens vont nécessairement se poser. Pourquoi leur niveau de vie baisse ? Pourquoi ils n'ont plus les mêmes capacités, même de loisirs, de tout ce qui pouvait agrémenter leur vie. En fait, pourquoi le plaisir de vivre a disparu ? Il y a une sorte de grand déclassement du plaisir de vivre. Et les gens, ils vont se poser des questions au bout d'un moment. Ça fait 2 ans qu'ils sont enfermés chez eux et qu'on leur dit que s'ils sortent, c'est terrible et qu'ils vont tuer des gens. Et là, on leur dit, c'est la fin de cette période terrible, mais tu sais quoi, pas de chance, il n'y a plus d'électricité, donc en fait... c'est la fin de l'abondance. Pareil, tu restes chez toi quand même. Voilà. Et donc, les gens vont dire, mais c'est pas normal, moi je pensais qu'on était sorti de la période difficile, qu'enfin ça allait reprendre, que la vie ça allait redémarrer, et je comprends pas. Ce sont des golems. Alors tu peux les appeler comme tu veux, tu as des gens qui disent les golems, tu as des gens qui disent... Mais ils continueront d'y croire en fait. Oui, mais dans le tas, en fait, si tu veux, je pense, un des trucs, et d'ailleurs c'est ce qu'on avait un peu vu dans les différentes doses qu'il y a eu de vaccins, c'est qu'à chaque fois qu'ils ont rajouté une dose, il y a eu un effritement en fait. C'est-à-dire des gens qui s'étaient jamais tellement posé de questions et qui se sont dit « Ouais, moi j'en ai fait 3, j'ai joué le jeu, mais 4 quand même, est-ce que vraiment on ne prend pas pour un idiot ?» Et je pense que si tu veux, c'est aussi une des limites quelque part de cette manière de gérer les choses par la crise. À chaque fois que tu rajoutes une crise, oui, c'est ça. Tu as des gens qui vont quand même décrocher du narratif de la crise, tu vois. Et c'est pas forcément les mêmes en fait. Donc tu peux très bien, parce que tu accumules des crises, avoir des gens qui vont décrocher d'un narratif pour une raison, et puis sur la crise d'après, des gens qui vont décrocher pour autre chose. Et donc là, peut-être qu'on va avoir des gens qui vont décrocher du narratif on est en pénurie d'énergie, qui n'avaient pas décroché par rapport au Covid. Oui, d'ailleurs, ce sont peut-être d'ailleurs des gens qui ont des capacités plus grandes que ce qu'on peut trouver dans les milieux militants. Puisque dans les milieux militants, la plupart du temps, on retrouve souvent des gens à problème, en fin de compte. Oui, tout à Alors fait. que moi, je le dis, j'ai plus confiance dans le normie le jour où il va se retourner, dans la base. Tout à fait. Parce que eux, ils sont capables réellement de se bouger le cul et ils délirent pas. Et justement, ce qu'il faut, c'est préparer l'après, non seulement sur des solutions très pratico-pratiques, on va y venir tout de suite, mais aussi dans le narratif. Et ça, on répète. De toute façon, l'apprentissage se fait par la répétition. Le narratif, c'est le cœur de votre propagande et de l'action politique. Si vous n'avez pas de narratif, ça ne sert à rien d'aller combattre, ça ne sert à rien de se prendre pour des croisés et de créer des ouzvoults. Si vous n'avez pas de narratif derrière, ça ne sert à rien. Vous ferez toujours bouffer par la presse, par le pouvoir central, en fin de compte. Donc il faut préparer le narratif dès maintenant, il faut pouvoir expliquer aux normies pourquoi on l'a enfermé pendant 2 ans et pourquoi on lui ferait croire qu'il y a une guerre en Ukraine qui est liée à des territoires mais qui n'est pas liée à des territoires en vérité, qui est liée à une pénurie énergétique. La politique, c'est une guerre de narratif en fait. Tout à fait. Ça a toujours été ça et ça sera toujours ça. Et le but, c'est d'avoir le narratif qui est à la fois suffisamment attirant pour répondre rapidement à des questions, crédible aussi, et en même temps qu'il y a suffisamment d'épaisseur pour que des gens plus intelligents puissent se dire oui, en fait, il y a une vraie réflexion derrière. Parce que c'est ça aussi qui est un peu gênant. Si tu regardes chez les gens de gauche, tu as des gens de gauche, j'ai vu ça dans un débat qu'il y a eu récemment sur YouTube, qui te disent « Ah, mais c'est compliqué, parce que nous, expliquer la pensée de gauche, il faut avoir lu au moins 50 bouquins pour pouvoir commencer à comprendre la pensée de gauche, c'est trop complexe, etc. » Le problème, c'est que du coup, c'est pas un bon narratif, en fait. Il faut que quand même le type de base, tu peux expliquer pédagogique. Le début de quelque chose pour qu'ils comprennent qu'il y a une raison, tu vois, et qu'il s'est passé quelque chose. Et en même temps, il faut que les gens un peu plus intelligents, ils puissent avoir des subtilités, ils puissent se dire « Ah, mais en fait, c'est plus compliqué que ce que je pensais au début, c'est moins bête que ça en a l'air, etc. » Il faut préparer l'entrée et le plat, quoi. Voilà, il faut... Mais du coup... On a besoin de moyens, c'est là où il y a un problème. C'est là où il y a l'État. Lorsqu'on a accès, on commence à avoir accès à des moyens, je peux en parler sans trop développer. Là, vous avez affaire à l'État et on vous menace
de manière très solide. Lorsque vous êtes en capacité de créer un narratif avec une certaine épaisseur, effectivement, là, on s'occupe de vous. Et c'est toute la difficulté. C'est qu'aujourd'hui, pourquoi le narratif cosmopolite fonctionne ? Parce que c'est eux qui ont les moyens, en fin de compte. Et justement, pour contrer ce narratif cosmopolite, il faut, nous, avoir un narratif très solide, financé aussi. On va y venir aussi aux questions du financement. On en avait déjà parlé lors de l'avant-dernière vidéo, mais là, on aimerait aussi un petit peu y revenir. Mais le narratif passe aujourd'hui, à l'heure d'Internet, à l'heure de l'image, passe beaucoup par les vidéos et en particulier par YouTube. Le problème, c'est qu'il faut, dans le pétrin qu'est YouTube, réussir un petit peu à sortir son épingle du jeu et donc réussir à faire des vues. La question est, comment en faire ? Oui, alors en fin de compte, c'est assez simple. Si on veut faire beaucoup de vues, ce qu'il faut, c'est être dans des groupes, notamment les groupes Facebook, et poster dedans. Ça va très vite de faire plus de 50 000 vues sur une vidéo, si on a vraiment envie. Il suffit de faire un petit peu de media management et c'est assez rapide. Mais en fin de compte, c'est toujours la même chose. Il faut du temps. Et quand vous avez un travail, etc., vous pouvez pas. Il faut des moyens. Ouais, c'est le temps qui est le problème numéro un. Je suis d'accord avec toi. Enfin, je veux dire, honnêtement, ça se fait relativement bien si on est capable de poster régulièrement, si on est capable de préparer des miniatures un peu bien faites, si on est capable de penser un peu à la manière dont on va aguicher le client avec des titres un peu intéressants. Mais le problème, c'est qu'il faut du temps pour faire ça. Et je veux dire, techniquement, moi, je pense que oui, si t'as pas une dizaine d'heures par semaine à passer là-dessus, c'est impossible minimum d'avoir quelque chose qui tourne un peu, quoi. Donc, Et c'est surtout que je pense qu'il y a quand même une limite au tout Internet, parce qu'en fait, on a l'impression aujourd'hui d'avoir tout conquis. On entend très souvent à droite des personnes dire on a gagné la guerre culturelle, tout ça parce qu'on fait beaucoup de vues sur YouTube, ce qui est totalement faux. Et justement, il faut un petit peu sortir ce vase clos qui nous fait croire qu'on a tout gagné alors qu'il y a quand même encore tout à conquérir. Oui, effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait griser par la victoire qu'ils ont eue. Ils se sont dit, ah là là, c'est incroyable, on a des gens qui ont dépassé le million d'abonnés, on commence à parler de nous dans des médias traditionnels, donc ça veut dire que ça y est, c'est fait, le travail est fait. Résultat, 7% Zemmour. Hein. Résultat 7% Zemmour, et puis surtout, en fait, il y a des tas de chantiers ou des tas d'endroits de bataille où des batailles ne sont pas livrées. Le domaine des entreprises a été complètement abandonné à la gauche, et je veux dire, techniquement, même les entreprises qui cherchent des projets à financer pour pouvoir avoir un peu de rayonnement social, etc., en fait, ne financent quasiment jamais des projets. Enfin, j'ai discuté récemment avec des gens qui faisaient un périple en bateau pour se rendre au JMJ, et apparemment c'est infinançable par des entreprises, alors que à côté de ça on voit que des projets LGBT, d'autres trucs très à gauche en fait obtiennent des financements sans aucun problème. Le côté religieux par exemple ne passe pas du tout auprès des entreprises, et je pense le terrain des entreprises d'une manière générale a été abandonné à la gauche, et c'est vraiment dommage parce que d'une part, il y a de l'argent dans les entreprises. L'État fait aussi pression sur les entreprises. Hein. C'est plus compliqué que ça. Hein. Ah, mais bien sûr que c'est plus compliqué que ça. Mais ça devrait être un enjeu. Et moi, ce que je trouve d'autant plus drôle, c'est que les gens de gauche ont l'impression que les entreprises sont toutes des créatures de droite, libérales, extrêmes, voire même peut-être fascisantes pour certaines. Tu prends le groupe Bolloré, capitaliste, CNews, enfin tout écolo irresponsable. Voilà, ce genre de choses. Bref. Donc il y a une vision très droitarde de l'entreprise, alors qu'en réalité, dans les entreprises, c'est les gens de gauche qui s'en sortent le mieux, et de très très loin. Je veux dire, les syndicats sont assez établis, il n'y a pas de syndicat de droite qui soit vraiment établi dans les entreprises. Ça n'existe quasiment pas. C'est interdit, syndicat de droite, c'est Mussolini. Hein. Non mais de toute façon avec moi, je pointe du doigt le fait que si tu veux, il y a des endroits où on n'a pas livré bataille en fait, tout simplement. De toute façon, avec moins de 10% de salariés syndiqués aujourd'hui, je ne pense pas que le syndicalisme ce soit vraiment le terrain à investir. Je pense qu'il faut plus investir dans la philosophie du management, dans la philosophie des organisations, qui aujourd'hui est complètement laissée aux sociologues. Et les sociologues sont très majoritairement de gauche. Ce qu'il faudrait, c'est investir aussi la sociologie, qu'on a très souvent vu comme étant une discipline de gauche, ce qui n'est pas forcément le cas. Il y a aussi des sociologues de droite, et c'est d'ailleurs parfois les meilleurs. Donc il faut réinvestir cette discipline qui a une très très grande importance. La communication aussi, peut-être. Oui, et qui a oui, mais exactement. Mais les communicants sont en général des sociologues ou ont une formation de sociologue. Donc il faut réinvestir aussi ce champ disciplinaire, les sciences sociales, qui ont une très très grande influence dans la manière dont les managers
ont de penser la vie en société et l'organisation. C'est possible, mais alors faut avancer masqué. Parce que pour faire sa thèse, oui, faut des financements. Dans l'école, c'est toujours la même chose. Ouais. Et vous êtes idéologiquement surveillé. Et j'en reviens là au pouvoir qui n'est plus en accord avec la puissance et qui règne justement par la police de la pensée, en fin de compte. Puisque effectivement, les sociologues de droite, je pense qu'il y en aurait plein, et même des historiens aussi. On l'a vu sur les guerres de Vendée, les problèmes qu'il y a eu. On a un conformisme idéologique sous surveillance qui va coincer les choses. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? J'en reviens aussi rapidement sur finalement quel ennemi et quelle est la véritable vision qu'il faut donner. Eh bien, moi, je pense que c'est très simple en fin de compte. L'ennemi, c'est la mort. C'est les gens qui veulent mourir ou nous tuer. Oui, c'est la culture de mort en fait. C'est ça. Oui. C'est ça. Et c'est devenu ça aujourd'hui la gauche. Ce qui va au-delà de l'avortement. Alors que nous, ce que nous sommes, ce que nous voulons, c'est vivre. Voilà. Tout simplement. Nous sommes des vitalistes, oui. Tout simplement. Nous voulons vivre, c'est ça ? Nous voulons vivre. Justement, on en revient du coup à la question des financements. Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, en fait, c'est trouver des personnes riches qui peuvent nous financer. Est-ce que tu as des recommandations en la matière ? Alors, c'est une question quand même importante. Il y a quand même des grands industriels qui aujourd'hui sont attaqués par le pouvoir, sont attaqués par la crise de l'énergie. Mais enfin, la question, c'est comment se fait-il que sur ces secteurs qui sont attaqués, il n'y ait pas de réaction ? Il n'y ait pas l'un de ces milliardaires qui finance un journal, qui finance des groupes même plus radicaux pour lancer des sondes aussi. Donc en fin de compte, ce que pourraient faire ces industriels aujourd'hui, enfin ces gens richissimes qui sont attaqués, c'est d'une part être dans la vérité et d'autre part financer des médias ou des groupes peut-être plus radicaux avec bien sûr des écrans d'associations et d'entreprises pour pas qu'on le retrouve et ainsi changer les perceptions. On en revient sur la guerre cognitive. Il y a plusieurs domaines. Il y a aussi couper les récepteurs informationnels. Typiquement, aujourd'hui, quand vous voulez parler de certains sujets, excusez-moi, mais par exemple, la race, eh bien les gens, automatiquement, leurs récepteurs informationnels sont coupés. Pourquoi ? Parce que cognitivement, on leur a fait une guerre là-dessus. Bien, on peut le faire sur d'autres sujets. C'est-à-dire que demain, prenons ce sujet extrême, excusez-moi, mais on pourrait très bien faire en sorte que évoquer l'immigration dans un sens positif soit devenu insupportable et que le cerveau bloque l'information de comme quoi l'immigration peut être une chance. Ça, c'est des choses qui sont possibles de faire. Ça se travaille.
Ça se travaille. Et une fois qu'on a les financements justement pour pouvoir diffuser ce narratif-là, ces médias-là, ce qu'il faut, c'est mener justement cette guerre cognitive et peut-être aussi créer de nouvelles frustrations. Oui, tout à fait. On a un très bon exemple avec la cigarette. Je pense à Édouard Bernays, qui l'explique très bien dans son livre Propaganda. En fin de compte, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, l'économie de marché se développant, les femmes ont commencé à sentir la société patriarcale comme pesante. Ce qui s'est passé, c'est que l'industrie du tabac voulait que les femmes fument. Parce qu'à l'époque, il était très mal perçu qu'une femme puisse fumer. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, lors de la parade de New York, Édouard Bernays contacta toute la presse et il leur dit « Il va se passer quelque chose à la parade ». Qu'a-t-il fait ? Il savait qu'à l'époque, la presse était détenue surtout par des hommes. Aujourd'hui, elle est détenue par qui ? Bon. Et pour avoir une réaction, qu'a-t-il fait ? Il a payé des actrices et à un moment donné, sous un signal, eh bien, il les a fait se mettre devant la parade et elles se sont toutes mises en même temps à sortir une cigarette et à l'allumer devant tous les journalistes qui étaient alors au courant qu'il allait se passer quelque chose. Du coup, des femmes qui fument, ça fait la une de tous les journaux, avec les hommes dans la presse qui étaient là. C'est scandaleux, c'est scandaleux. Et du coup, les femmes, elles ont perçu ça comme un signe émancipateur. C'était même devenu le phallus de la femme, la cigarette. Et elles se sont mises à fumer. Donc, il y a ces frustrations-là qui existent déjà, mais aussi on peut les créer. Typiquement, je crois que c'est à San Francisco, ou je sais plus, aux États-Unis, à un moment donné, enfin, il y avait énormément de tramways. Les industries du pétrole ont racheté les tramways, les ont remplacés par des bus, et après, ont coupé les lignes. Ce qui fait que les gens ne pouvaient plus se rendre à leur travail, ils ont dû acheter des voitures. Et ils étaient frustrés, et on associait la réussite, la femme, avec le véhicule. Du coup, les hommes, ils étaient frustrés de pas pouvoir aller au travail et de pas pouvoir trouver des copines. Donc, ils ont acheté des véhicules. Voilà. Ça, ce sont des méthodes, on va dire, publicitaires, commerciales. Ça marche pareil pour la propagande, ça marche pareil pour les idées. Bon, qui détient la presse ? À quoi ils réagissent ? Donc, pourquoi je me permets aussi de dire certaines choses ? C'est pour avoir une prise. Moi, mon but, c'est pas de faire des vues. Si je veux faire des vues, j'en fais. Mais je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent. Et dès que je fais quelque chose, paf, il y a un impact. On l'a vu sur la manif avec le slogan qui. Je me félicite quand même. Ça tourne encore un petit peu jusqu'en Corée du Sud. C'est quand même pas mal. Et donc, voilà. Donc, il y a quand même des leviers. Et ça serait bien qu'il y ait plus de gens qui se forment là-dessus et qui essayent, qui fassent un petit peu de terrain, voilà, avec votre téléphone, enfin voilà. Et de faire de la communication grise aussi. C'est-à-dire de toujours mélanger le vrai du faux. Faut jamais être tout à fait chevalier blanc dans la vérité, la pureté. Ça marche pas. Vous devez mélanger le vrai du faux. Comme ça, on peut plus démêler. Est-ce que la personne qui était là, on lui a dit quoi dire ? Est-ce que c'est quelqu'un que vous avez vraiment pris sur le terrain ? On ne sait pas. On ne sait plus. Donc, et quand on ne sait plus, on n'y comprend plus rien. Et donc, vous créez une affaire dans l'affaire. Et une affaire dans l'affaire de l'affaire. Et donc, c'est ça qui fonctionne le mieux. C'est ça qui fonctionne le mieux. Jamais complètement dans le mensonge, jamais complètement dans la vérité. Alors, une fois qu'on a pris le pouvoir, ce qu'il faut, c'est aussi pouvoir juger les personnes qui ont été renversées. Et ça se prépare. Ça se prépare comment ? En apprenant déjà à juger des personnes, à former des tribunaux et à pouvoir formuler des cahiers de doléances. Tout ça paraît très lointain, mais en fait, c'est comme ça que la Révolution française a commencé. Elle a commencé avec des cahiers de doléances et très rapidement, on a mis en place des tribunaux révolutionnaires. Donc, il faut faire la même chose. Oui, ça c'est un message que je voudrais passer à toutes les associations, tous les groupes organisés. Au lieu de faire des conférences tout le temps là ou des apéros, faites des tribunaux. Entraînez-vous. Faites des jugements factices. Comme ça, le jour où ça arrive, vous serez prêts. Et entraînez-vous, filmez-vous. Entraînez-vous à faire le narratif du jugement, mais aussi à juger. Faites les deux. Au lieu de faire des conférences, faites ça. Et je m'adresse tout le monde, la Bastion, je sais pas quoi, enfin tous les trucs. Excusez-moi, je connais rien, j'ai rien à voir avec ces milieux. Moi, j'existe tout seul, ça m'intéresse pas. Mais enfin, moi, j'aimerais bien regarder, au lieu de voir des vidéos, des conférences où des mecs disent la même chose depuis 40 ans, un jugement factice, je sais pas moi, d'un Rothschild, par exemple.
Et puis on apprend. Alors là, voilà, tiens, la prochaine fois, il faudra mieux qu'il dise ça. Tiens, là, il s'est bien défendu, etc. Voilà. Et aussi s'entraîner à faire des arrestations factices. Filmer, pareil, avec tiens, sous cet angle, c'est mieux. Là, lui, il paraît plus méchant. Tiens, lui, il paraît comme le gentil. Si la lumière, elle vient de par là, faut s'entraîner à ça. Pareil, au nom du peuple, police citoyenne, populaire. Vous êtes en état d'arrestation pour trahison et pour génocide. Voilà, ça, faut s'entraîner à ça. Voilà, donc ce serait pas mal. Voilà, je sais pas moi, l'AF. Enfin, je connais pas bien tous ces trucs, mais entraînez-vous. Au lieu de faire des soirées conférences, faites des soirées tribunaux. Il est temps. C'est vrai qu'une fois qu'on aura dégagé tous ces gens, avec des tribunaux populaires, avec des cahiers de doléances sur la manière de la Révolution française, il va falloir aussi envisager de construire des choses, parce que c'est pas tout de détruire ce qui nous précède, en tout cas une partie de ce qui nous précède, il faut aussi pouvoir construire le monde d'après. Et là encore, on va prendre exemple peut-être sur un exemple justement qui va pas trop vous faire, qui ne va peut-être pas trop vous enchanter. Après avoir pris pour modèle la Révolution française, pourquoi pas prendre comme modèle aussi l'Union soviétique? Oui, alors en fait, ça fait partie un peu du travail que j'essaie de faire dernièrement sur le communisme. C'est que donc il y a un livre de Alain Besançon, pour ceux que ça intéresse, qui essaie d'analyser pourquoi en France on a une mémoire aussi claire de ce qui a pu se passer comme atrocité pendant le Troisième Reich, etc. Et pourquoi, à l'opposé de ça, on n'a aucun souvenir de ce qui a pu se passer de mauvais pendant l'URSS. En gros, pourquoi est-ce que d'un côté on a des morts qui valent 10 fois plus que de l'autre côté? Il y a une vraie question sur notre vision actuelle du communisme. Et il me semble que, effectivement, à droite, on est quand même dans une logique de détruire des choses qui ne nous plaisent pas. Et on est très dans la cancel culture, en fait, finalement. Il y a une cancel culture de droite, en fait. Il y a une cancel culture de droite, ouais, moi, je trouve que c'est pas si faux que ça de dire que ça existe. Mais du coup, moi, j'aimerais qu'on construise des choses. Et en fait, je pense qu'on peut pas se définir uniquement par la négative. Et justement, c'est ça, c'est que on part pas de zéro. On a des choses qui sont nos valeurs, on a des choses qui sont nos modèles, notre manière de penser d'un point de vue religieux même, ça peut être une source de création. Et le problème, c'est que si on ne crée rien avec tout ça, et ben en fait, on ne peut pas attirer des gens. Les gens sont attirés par la création. Par le positif. Si ce qu'on fait, c'est juste critiquer ce que font d'autres personnes, mais qu'on propose rien d'alternatif, il n'y a pas d'attrait particulier pour venir. Mais ça s'explique même cognitivement. Par exemple, quand je vous dis ne pensez pas à un éléphant, vous allez penser à un éléphant. Donc quand vous dites le mariage homosexuel c'est nul,
vous attirez le regard sur le mariage homosexuel et sur les couples homosexuels. Alors que si vous allez dire non, on va défendre la famille traditionnelle, ou en tout cas on va défendre la famille telle qu'on l'a conçue jusqu'à présent, ça va déjà être plus positif et donc le cerveau va plus facilement retenir ce message-là. Oui. Donc ça s'explique même cognitivement, quoi. Oui, bien sûr. Mais justement, c'est là où on en arrive, et je pense que c'est un drame en France qu'il y ait une si piètre connaissance de ce qui s'est passé pendant la fin de l'URSS, enfin toute la période où tu as des dissidents communistes qui s'opposent justement à la bureaucratie soviétique. Moi, il y a un pays où j'ai trouvé qu'il y avait des gens extrêmement inspirants, c'est la Tchécoslovaquie, avec tout le travail des gens de la Charte 77, donc ça c'est une période de la Tchécoslovaquie qui a en fait ouvert toute une résistance larvée au sein de l'appareil bureaucratique. Et dedans, il y a des personnages vraiment intéressants. Alors je pense entre autres à Václav Benda, ça fait partie pour moi quelque part des grands penseurs de la Tchécoslovaquie de ces années-là. C'est un penseur chrétien qui est mathématicien de formation et philosophe sur son temps libre, et qui a lancé le concept des cités parallèles. Et en fait, il explique, dans un monde où tout est centralisé, la plus grande dissidence, c'est de construire sa cité parallèle. C'est de dire qu'on construit son espace à soi, avec des gens qui pensent pareil, et où finalement, on est entre nous, on est capable d'avoir une culture qui découle de ça. Et il dit, voilà, le problème, c'est que si on essaie de tout centraliser comme étant une contre-culture, il dit le concept de la contre-culture ne marche pas. Comme celle de contre-révolution, ça fait 250 ans qu'on fait la contre-révolution. Le ghetto ne marche pas. Il a un leader identifié, il a une stratégie, il a une hiérarchie, une pyramide, ça ne marche pas. Il dit en fait non, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des tas de petites contre-sociétés organiques qui se mettent en place à des petites échelles. Et en fait, c'est pas grave, même s'il y en a une qui disparaît parce que la police est venue là, il y en a une autre qui s'est créée. Et puis en fait, tous ces espaces, tous ces terrains de liberté, petit à petit, ils vont gangréner l'intérieur de la société et ils vont essaimer toutes les valeurs qui vont avec. Et je pense que quelque part là-dessus, il y a des choses à aller chercher. Donc j'encourage les gens à aller regarder ce qu'a fait Václav Benda et ce qu'a fait l'un de ses disciples, Václav Havel. J'ai enregistré sur une chaîne secondaire l'intégralité de son livre où il développe l'idée de vivre en vérité comme étant l'opposé de vivre dans le mensonge, qui est la vie dans un système totalitaire en fait. Il considère que vivre dans un système totalitaire, c'est vivre dans le mensonge, et il dit en fait le truc le plus facile au monde pour réussir quelque part à lutter contre un totalitarisme, c'est juste de ne pas propager les mensonges. C'est soi-même d'arrêter les mensonges et de rétablir la vérité à chaque fois. Voilà, donc j'ai trouvé qu'il y avait des choses inspirantes à aller chercher, et du coup j'ai envie d'inviter des auditeurs NVV à aller regarder de ce côté-là. Il y a des choses intéressantes. Assez parlé, place au silence. Le silence porte conseil. Lorsque l'on rentre dans un groupe, ne rien dire, observer. Longtemps, laisser les gens se révéler. Et après, adapter sa stratégie, en fonction. La première des souverainetés est spirituelle et non matérielle. Avant de prétendre au pouvoir, soyons souverains dans notre esprit, soyons donc silencieux. Et rappelons-nous que Satan a besoin de notre consentement pour avancer. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Moss pour ta venue. Merci à vous pour votre invitation. Merci NVV. Merci Hildegarde, merci Moss. Quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine émission. À bientôt.